Dans cette capsule, on va voir le théorème de Green. Le théorème de Green, c'est un théorème qui fait un lien entre une intégrale curviligne et puis une intégrale double. Fait que ce sont deux concepts qui sont a priori différents, mais on va voir que dans certains cas, il y a un lien entre les deux. Et puis ce théorème-là, c'est un cas particulier d'un théorème beaucoup plus important qu'on va voir à la fin du semestre, qui s'appelle le théorème de Stokes. Mais on porte attention particulière à ce cas ici, parce qu'historiquement, c'est le premier théorème de cette gamme de théorèmes qui ont succédé par après, là, qui a été présenté. Alors, comme je disais, c'est un théorème qui fait un lien entre une intégrale curviligne de une forme et puis une intégrale double. Alors, George Green, c'était un mathématicien, physicien anglais qui a vécu entre le 18e et le 19e siècle. Puis à cette époque-là, c'était commun d'avoir des gens qui étudiaient à la fois la physique et la mathématique. D'ailleurs, la physique a été responsable pour de nombreux progrès en mathématiques et vice-versa pendant cette époque-là. Et bon, son fameux théorème dont on va parler aujourd'hui a été démontré en 1828. Alors, pour pouvoir parler de ce théorème-là, il faut d'abord définir le concept d'une courbe simple fermée. Donc, avant ça, je vais parler de c'est quoi une courbe simple. Donc, une courbe simple, c'est l'image, donc c'est une courbe dans l'espace qui est paramétrée par un chemin. OK? Puis il se dit, je dis ici un chemin, c'est un par morceau. Donc, laissez pas ça vous faire peur. C'est un chemin qu'on continue, puis en fait qui est dérivable, sauf peut-être un nombre fini de coins. Donc, imaginez là, tracer un carré ou un rectangle. Ça serait un exemple d'un chemin C1 par morceau. Alors, le chemin est dérivable partout, sauf quand on arrive au coin. Donc, on a un chemin C1 par morceau injectif. Alors, injectif, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si je prends deux valeurs distinctes, là, ici, alors les images par C minuscule sont des points distincts dans Rn. Alors, par exemple, voici un exemple d'un chemin, d'une courbe simple. J'ai l'intervalle ici A, B, et puis le chemin C envoie sur une courbe qui ressemble à la suivante. Alors, j'ai C de A ici et C de B là. Donc ça, c'est une courbe simple. Donc, qu'est-ce qui fait visuellement que ça soit une courbe simple? C'est que la courbe n'a pas de auto-intersection. Une auto-intersection correspondrait au même point sur la courbe, mais on arrive à ce même point-là à deux valeurs de t différentes. Donc, par exemple, si j'avais ici une courbe qui ressemblait à la suivante, ça, c'est pas une courbe simple. Donc, si ça, c'est C, n'est pas une courbe simple parce qu'il y a une auto-intersection ici. Donc, voilà c'est quoi une courbe simple. Donc, c'est une courbe qu'on peut tracer, il y a un début, il y a une fin, puis il n'y a pas de point où est-ce qu'on revient sur notre chemin ou qu'on intersecte notre chemin. Quand on a une courbe simple, il y a deux orientations possibles. Donc, j'ai tracé la même courbe ici à deux endroits. C'est une courbe qui va de P vers Q. Donc, quand je parle d'une orientation, c'est tout simplement une flèche qui dit dans laquelle direction qu'on va. Est-ce qu'on va de P vers Q ou de Q vers P? Donc, la même courbe peut correspondre à deux orientations différentes. Une courbe simple fermée, c'est l'image d'un chemin C1 par morceau, OK, qui est injectif sur A, B. Mais regardez ici, A est inclus, mais B n'est pas inclus. Alors, c'est injectif là-dessus. Par contre, quand j'arrive au point B, je retourne à la valeur que j'avais à C de A. Donc, essentiellement, c'est une courbe qui n'a pas d'auto-intersection autre que le début est le même que la fin. Okay, donc, le début de la courbe, il y a une orientation, mais essentiellement, la courbe, je peux la tracer
comme un cercle. Hein? Donc ici, voici ce point ici qui correspondrait à C de A et C de B. Okay? Donc je peux la traverser dans cette direction ici, anti-horaire, ou je pourrais la traverser dans le sens horaire aussi. Alors ce sont les deux orientations possibles. Donc le théorème de Green, il se rapporte à des courbes de ce genre ici. Des courbes qui n'ont pas d'auto-intersection autre que on finit la courbe au même point où on l'a commencé. OK, alors, étant donné ça, maintenant, voici l'énoncé du théorème de Green. OK? Alors, le théorème de Green commence avec un domaine élémentaire du plan XY. Alors, j'en ai tracé un exemple ici. Voici un domaine élémentaire de type 1. Et puis, on dit que C, c'est la courbe qui forme la frontière de ce domaine ici. Alors, si je vais la tracer en rouge, elle est ici, C. Pas en rouge, excusez, en rouge. En rouge, elle est ici. Donc, ça, c'est la courbe C. Et puis, elle est orientée dans le sens anti-horaire. C'est-à-dire qu'on met la flèche dans cette direction ici. Okay? Donc, on parcourt C dans le sens anti-horaire. Alors, donc ça, c'est la première situation. Ensuite, on a une forme. OK? Vous vous rappelez, c'est quoi une forme? Donc, c'est une expression A de XY fois DX plus B de XY fois DY. Donc, ça, c'est une forme. De classe C1, ça veut dire que les fonctions que j'ai ici, A et B, sont C1. Donc, leur dérivée partielle existe et sont continues. Donc, le théorème de Green, la conclusion est ici. Étant donné toute cette information-là, si j'avais à intégrer une forme oméga sur C, okay, donc c'est une intégrale curviligne sur une courbe simple fermée, ça va me donner la même réponse que calculer l'intégrale double sur D de cette expression scalaire ici. dB dx moins dAy. Hein? Donc, le B qui apparaît ici, c'est le B, c'est ça qui multiplie le dy dans la une forme. Puis le A qui est ici, c'est ce qui multiplie le dx dans la une forme. OK? Alors, ce sont deux concepts complètement différents. Hein? On a une intégrale curviligne ici, puis une intégrale double. Okay? Ce sont deux concepts différents, mais dans la situation telle qu'elle est présentée ici, le théorème de Green dit que ces deux choses-là sont égales. Alors, comment est-ce qu'on utilise ce théorème-là à notre avantage? Bien, ça pourrait être qu'on nous demande de calculer ceci, puis que ça, c'est difficile à calculer. Soit parce que, donc la raison la plus commune, c'est que, comme c'est le cas ici, C est composé de 4 morceaux. Hein? Il y a ce morceau ici, il y a ce morceau ici, il y a ce morceau-là, et puis il y a ce morceau ici. Alors, pour calculer ceci, il faudrait que je calcule 4 intégrales curvilignes sur 4 différentes portions. OK? Donc, ça peut être assez compliqué de calculer ça. Mais le théorème de Green m'assure que je n'ai pas besoin de faire de calcul directement comme ça, je peux calculer ça à la place. Ça va me donner la même réponse. OK? Donc, un exemple qu'on va voir plus tard, là, ça va être une utilisation comme ceci qu'on va faire. Bon, la démonstration, en fait, elle n'est pas tellement compliquée. Je vais la présenter sur le Brightspace, dans un document qui ça fait une page et demie environ, là. Puis, je vais faire le cas où est-ce que le D qu'il y a ici, en fait, c'est un rectangle. Donc, c'est un domaine rectangulaire. Le cas général, où est-ce qu'on a une région élémentaire de type 1 ou de type 2, la démonstration est donnée dans le manuel du cours. Mais si vous comprenez déjà la démonstration dans le cas rectangulaire, déjà, là, c'est beaucoup, selon moi, là, à votre niveau ici comme étudiant de deuxième année. Donc, je vous demanderai de jeter un coup d'œil là-dessus. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va appliquer ce théorème-là à un problème, un exemple quelconque ici, un exemple particulier. Donc, on a la région D suivante qui est triangulaire, OK? Donc, qui est bornée par la droite Y égale à X, la droite Y égale à moins X, et puis la droite X égale à 1. Et puis, donc, la courbe C qui est ici, qui est la frontière de D, est composée de 3 segments de droite. Hein? Donc, ce segment ici, ce segment-là, et puis le segment vertical ici. On nous donne une forme ici. Alors, ça, c'est la fonction A
qui apparaissait dans l'énoncé du théorème de Green. Et puis ça, c'est la fonction b. Et puis, on nous demande de calculer l'intégrale curviligne de la forme oméga sur cette courbe ici. OK? Alors, sans avoir vu le théorème de Green, la seule manière qu'on peut résoudre ce problème ici, c'est d'essentiellement paramétrer individuellement chacun de ces segments ici avec des chemins différents et puis calculer trois intégrales curvilignes séparées, une sur C1, une sur C2 et puis une sur C3 et puis faire la somme de ces trois intégrales curvilignes-là. OK, alors peut-être c'est un bon exercice quand vous serez à la maison d'essayer de faire le calcul directement pour voir quel genre d'économie de travail qu'on peut faire en utilisant le théorème de Green au lieu de faire le calcul direct ici. Donc moi, bien sûr, ici, je vais me servir du théorème de Green. Je vais donc dire que selon le théorème de Green, selon le théorème de Green, on a que ce qu'on nous demande de calculer, je peux avoir la même réponse si je calcule l'intégrale double sur d de db sur dx moins dA sur dy, où a de xy, c'est le coefficient qui multiplie dx ici, donc ça c'est xy, puis b de xy, c'est le coefficient qui multiplie y dans la une forme, c'est-à-dire y carré. OK, donc c'est-à-dire l'intégrale double sur d de db sur dx. Ben, si b est égal à y carré, db sur dx, c'est 0. Moins, et puis dA sur dy, quand je dérive ça par rapport à y, j'ai x. dA. Donc, je dois calculer l'intégrale double sur d de la fonction moins x. OK? Juste une remarque en passant, l'égalité que j'ai ici, il faut vérifier que on parcourt le contour ici en sens anti-horaire, ce qui est bel et bien le cas. Si jamais le parcours avait été dans l'autre orientation, ben on met un signe moins ici en avant. OK? Donc le théorème de Green, là, il va être valide, sauf que on doit mettre un signe moins en avant si l'orientation de la courbe est horaire au lieu d'être anti-horaire. Donc dans ce cas ici, c'est anti-horaire, il n'y a pas de correction de signe à faire. Donc, j'ai une intégrale double à calculer sur cette région triangulaire ici. Alors, c'est une région de type 1. C'est une région qui est bornée par la courbe y égale moins x en dessous, par la courbe y égale x au-dessus, pour x entre 0 et 1. Alors, je peux la paramétrer comme ceci. Je peux dire c'est l'intégrale de y égale à moins x à x. Puis x va de 0 à 1 de la fonction moins x dy dx. OK? Alors ça, maintenant, c'est un calcul qu'on a fait plusieurs fois quand on voyait les intégrales doubles. Par ce point ici, là, vous devriez être capable de faire le calcul par vous-même. Donc, je vous laisse en exercice. Ça devrait vous donner comme réponse moins 2/3. Alors, je vous demande de 1, vérifiez ce calcul ici. Donc, faites l'intégrale, puis calculez que vous avez bel et bien moins 2/3. Puis, je vous demanderai si vous avez le temps de faire le calcul des trois intégrales curvilignes indépendantes l'une de l'autre, puis faire la somme. OK? Donc, ça va vouloir dire paramétrer ceci, paramétrer ça, paramétrer ceci, puis utiliser la formule qu'on a vue dans la section où on a étudié l'intégrale curviligne de une forme. Donc, faire ces trois calculs-là, faire la somme, et puis constater que vous allez arriver à la même réponse.
OK? Alors, comme je disais, ce théorème ici, c'est un cas particulier d'un théorème beaucoup plus général qui s'appelle le théorème de Stokes. Mais déjà, je voulais en parler parce qu'on est dans le chapitre où on voit les intégrales doubles. Alors, c'est le bon moment de commencer à introduire ces idées-là. Donc, c'est le premier parmi quelques théorèmes qu'on verra qui font un lien entre des intégrales sur des régions et puis des intégrales sur la surface qui délimite ou la frontière de la région. OK, alors voilà pour ce théorème de Green.